Au bar de l'économie sur IDFM, on adore Thomas Dutronc. Voilà pourquoi on vous a passé un extrait d'un de ses titres. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Ferron, maire de Saint-Martin-du-Tertre, de Luc Bretonne, président de l'Institut G9+, et aussi auteur du livre Le futur du travail, enfin hashtag le futur du travail, de Bernard Barbier, directeur de Défi Métier, et de Laurent Sautré pour Air Refund, notre start-up du jour. Alors Bernard Barbier, vous êtes directeur de Défi Métier, un groupement d'intérêt public qui s'occupe exclusivement donc de formation professionnelle, mais aussi qui permet de comprendre l'emploi en Île-de-France. Alors, quelles sont les particularités, j'allais dire, de l'Île-de-France? Oui, c'est ça. Nous nous occupons de la relation emploi-formation. On y reviendra, bien sûr. En Île-de-France, 6 millions d'actifs. 6 millions d'actifs. 6 millions d'actifs en Île-de-France. Intéressant à savoir aussi, c'est qu'il y a plus de 300 000 personnes qui viennent hors Île-de-France. C'est une région très très attractive, bien entendu. C'est la seule région qui attire autant en dehors de l'Île-de-France, caractérisée par beaucoup de mobilité interne, par le réseau des transports qui est très différent entre la petite couronne, le centre, et la grande couronne. Ça, on est bien placé pour le savoir, voilà. En Val d'Oise. Et ça a une incidence, bien entendu, sur l'emploi et sur la formation. 85% des emplois sont dans le service. C'est très important et c'est en développement sur les 5 années qui viennent de se passer. Le service est en développement. Alors, le service, c'est aussi l'externalisation des industries. Ce n'est pas que de la création de nouveaux services. Donc voilà, donc dans l'industrie, il y a toute une partie service et vous l'englobez dans les services en général. Oui, parce que ce sont des sociétés qui se sont créées, mais en reprenant finalement, en servant des services qu'on appelle opérationnels, qui étaient habituellement dans les entreprises. Exemple, le transport logistique ou la recherche-développement, qui s'est externalisé et donc qui renforce cette impression où les emplois sont dans le service. Alors effectivement, en Île-de-France, 85%, c'est énorme. 7% à peu près dans l'industrie, hein, et 0,5% dans l'agriculture. Ce qui caractérise aussi l'Île-de-France, c'est que tous les secteurs d'activité sont représentés. Ce qui est extrêmement rare, c'est la seule région qui est comme ça. Tous les secteurs sont représentés. Et c'est une région aussi agricole, ce qui n'est pas, la première impression. Et bien entendu, où 65 à 70% de toute l'économie numérique est concentrée. C'est très important aussi. Il y a sur des emplois des caractéristiques, pour ceux qui regardent les chiffres par exemple de Pôle emploi, arrivent en deuxième les professionnels du spectacle. Mais c'est très spécifique bien entendu à la fois à l'Île-de-France. Donc il n'y a pas à le développer parce qu'il y a un mouvement très important, pas forcément d'ailleurs sur des emplois qui sont longs. Donc c'est-à-dire que la culture effectivement est très importante en Île-de-France. Voilà. Donc ça c'est la particularité de l'Île-de-France. C'est les grandes particularités, il y en a beaucoup d'autres. Alors merci en tout cas pour ce tour d'horizon. Alors Luc Bretonne, vous venez d'éditer aux éditions d'ailleurs de l'Institut G9+, ce livre coécrit, Futur du travail, hashtag Futur du travail. Vous l'avez coécrit avec Didier Carré et Olivier Tranois. Alors, donc c'est un livre un petit peu particulier, j'allais dire, parce que finalement, vous prenez en compte des mots, j'allais dire autour d'une vingtaine de mots, finalement, vous articulez vos chapitres. Moi, j'ai retenu quelques mots importants, on va y revenir si vous voulez bien, mais pour vous, quelle est la tendance du futur du travail entre maintenant et à quelle échéance de terme vous voyez une évolution? L'évolution, elle est extrêmement forte maintenant. On a la chance de vivre un moment clé dans l'histoire de l'économie. La situation est tout à fait inédite. Monsieur a parlé de 70% de l'économie numérique en Île-de-France. Je pense que effectivement, le moment historique que l'on vit, c'est l'impact du numérique sur le monde du travail qui est sans précédent dans l'histoire humaine. Il n'y a jamais eu d'impact aussi fort d'une industrie, d'une transformation. On parle de révolution industrielle par le numérique, mais qui est sans précédent parce qu'elle est mondiale, elle est extrêmement rapide et on a une situation inédite. Pourquoi? Parce que finalement, il suffit d'aller en Chine pour s'apercevoir que les pays émergents, ils ont fini par émerger. Donc, il faut peut-être arrêter d'utiliser ce type-là, ce vocable-là pour les caractériser. En tout cas, pour ceux de l'Asie, c'est extrêmement clair. L'économie se commoditise, c'est-à-dire que les marges sont laminées sur les activités dites historiques. Vous avez qu'à regarder la concurrence qui fait rage
effectivement. Dans le monde des télécoms, je suis bien placé pour le savoir, mais dans le monde de la banque, en fait, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, les marges se réduisent. Et l'intervenant suivant probablement parlera aussi de l'aérien, donc c'est très clair. Les plateformes, on en a parlé en préambule de cette émission, les plateformes logicielles, data, IA, accaparent et concentrent la valeur. Elles en créent aussi, c'est pas négatif, mon sujet n'est pas négatif, mais les premières capitalisations du monde sont toutes numériques et disruptent 100% des secteurs de l'économie. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous êtes acteur économique et que vous voulez recréer de la valeur et de l'emploi, vous n'avez pas le choix que de rentrer dans l'économie de l'innovation. Voilà. L'innovation, c'est ce qui va caractériser la création de valeur, pour ainsi dire quasiment toute la création de valeur dans les années qui arrivent. Et simultanément à cette situation inédite, on parle d'exponentielle de l'innovation, parce que ça va très vite. On a plus d'innovation en quelques années que par le passé, en plusieurs dizaines d'années, voire siècles. Eh bien, on assiste à un désengagement dans les organisations des salariés. Vous avez, c'est Gallup qui le dit, une organisation internationale présente dans plus de 30 pays, 85% des salariés qui ont un rapport relativement alimentaire à leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, et 18% qui ont un rapport toxique à leur organisation, qu'elle soit à but lucratif ou pas. Et donc, si Alors vous attendez, parce que additionnez- quand vous dites 18%, moi j'ai même entendu le chiffre de 25%, ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent contre leurs organisations. C'est une marque des buts contre leur camp, C'est ça. on comprend ça facilement, c'est une relation toxique, ils critiquent leur employeur. Vous dites 18%, c'est énorme. Alors 18% c'est au niveau mondial, effectivement les chiffres que vous avez ça dépend des pays. Alors cette étude a été faite dans tous les pays du monde. Il se trouve qu'en France on est particulièrement médiocre. L'Europe déjà en tant que continent par rapport au continent est moins optimiste que les autres. Je crois que tout le monde l'intuite en étant en France. Et en France en particulier on est plutôt mauvais élèves de ce point de vue-là. Et dans le même temps 100% des créations d'emplois nettes dans les pays les plus développés, ça a été montré par la fondation Kaufman aux États-Unis, mais c'est valable aussi en Europe, sont créées par les entreprises dites de croissance. On parle des gazelles. Elles créent 100% des emplois. Les grands groupes en détruisent plutôt. Les self-employed, enfin les toutes petites sociétés maintiennent à peu près leur emploi, mais ceux qui créent massivement de l'emploi très fort, c'est plutôt les entreprises de croissance. En France, il y a une organisation qui s'occupe bien de ces sociétés-là, c'est Croissance Plus, qui les représente. Et donc finalement, pour terminer de répondre à votre question, tous les secteurs économiques sont disruptés par le numérique aujourd'hui. Je crois qu'il s'il en existe un qui n'a pas été disrupté, moi ça m'intéresse de le connaître, parce que ça va être le cas dans pas longtemps probablement. Mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été disrupté depuis plus de 120 ans finalement, c'est le management. Le management, il est relativement traditionnel dans toutes les organisations, il est assez pyramidal, d'ailleurs dans les grandes organisations avec beaucoup de strates hiérarchiques. Et probablement que ces strates hiérarchiques et le fait qu'on est dans un monde qui va très vite et qui est complexe et où il y a beaucoup de risques, on le voit avec la succession des crises financières notamment, incite les organisations à parer à cette complexité et à ces risques en rajoutant des règles, en rajoutant des processus, en essayant de tout contrôler et finalement de se raidir par rapport à ça. Et le fait de vouloir se raidir et de tout processer, de tout pouvoir anticiper, ça crée quelque chose qui fait que quand les salariés vont travailler, ils ne comprennent plus vraiment quel est le sens de ce qu'ils font, pourquoi ils le font, ils répondent à des règles, à des processus, etc. Plus cette hiérarchisation des groupes qui fait que finalement il y a un désengagement. Par ailleurs, il y a une étude qui est très intéressante qui montre que dans l'indice Standard & Poor's 500, donc c'est les 500 premières entreprises mondiales, et bien pour rester dans cet indice, en 1964, vous aviez une espérance d'y rester pendant 33 ans, donc une bonne stabilité de l'économie. En 2016, on est passé à 24 ans et en 2027, on sera à 12. Donc c'est un couteau qui est en chute libre, ce qui veut dire que le darwinisme qui s'applique au monde économique est extrêmement fort. Je discutais récemment avec le responsable digital de la Maïf qui m'expliquait que tous les 3 mois, il voit débarquer des sociétés qui sont très bien financées, niveau C, alors pour ceux qui ne sont pas experts des rangs de financement, quand vous êtes financé à un niveau C, ça veut dire que vous avez finalement des capacités financières dignes de grandes entreprises et qui vous débarquez et vous innovez sur le monde de l'assurance, en l'occurrence pour la Maïf.
Et donc ceci est tout à fait inédit. Et donc de deux choses l'une, dans le cas de la Maïf, soit vous vous adaptez, soit vous avez probablement de grandes chances de disparaître assez vite. Et le choix de la Maïf, qui est assez exemplaire de ce point de vue-là, puisque vous avez suivi que Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat ont fait un rapport sur les entreprises à mission en France, qui était intégré dans la loi Pacte, et bien la Maïf a été la première société, grande société, en France, à se parer de cette capacité d'intégrer dans l'objet social de l'entreprise le fait d'avoir une mission, qui a été travaillée avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, pas seulement les clients, mais aussi en l'occurrence les sociétaires, mais aussi les salariés, les investisseurs, etc. Et la volonté de cette société, mais moi j'en observe des milliers dans plus de 30 pays, et ça fait l'objet du prochain livre que je sortirai en janvier de l'année prochaine, je vous donne rendez-vous, parce qu'elles ne sont pas connues, ces entreprises que je qualifie de nouvelle génération, eh bien elles adoptent des modes de fonctionnement très différents de l'organisation, je dirais, historique et classique des entreprises, et elles vont vers beaucoup plus d'adaptabilité, de capacité à se transformer de manière continue, quasi biologique, contrairement à ces organisations qui sont de plus en plus rigidifiées dans une organisation, je dirais, datée et extrêmement hiérarchique. Alors, je vous parlais de cette organisation extrêmement complexe et figée, comme vous disiez. Absolument. C'est l'histoire de la fourmi, finalement, qu'on connaît tous, cette histoire drôle de la fourmi, qui commence toute seule, puis petit à petit, qui voit arriver 100 personnes qui ne font rien. Il n'y en a qu'une qui produit. C'est ça l'idée. C'est quand vous êtes sur un aviron, c'est quand il y a plus de barreurs que de rameurs, ça va moins vite. Alors justement, ça tombe bien que vous ayez parlé de ça, parce que moi, il y a un mot que j'avais retenu, c'est le mot contrôle, et vous dites, un chapitre, vous dites savoir le perdre, car il y a l'analytique, ça sert à rien de se figer finalement, car on a des outils informatiques pour analyser, et on peut très bien s'en sortir. C'est ça que vous dites? Moi, je crois que effectivement, au-delà de la raison d'être et qui est nécessaire pour que tout le monde comprenne ce à quoi il contribue, c'est comme les valeurs dans l'entreprise, et ça a souvent fait l'objet de posters dans les couloirs, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus sympathique quand c'est vécu et ceci au quotidien. Il y a une nécessité de distribuer l'autorité et de faire confiance. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'utilisais ma calculatrice au lycée à 30% de ses capacités. Je pense que dans les entreprises, les salariés on utilise leur capacité, leur intelligence également aux alentours de 30%, ce qui est navrant. Il faut accepter de lâcher prise, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour faire monter en puissance l'intelligence collective. Ce n'est pas un mot vaporeux, l'intelligence collective, il est démontré. Je vous incite à lire un bouquin. J'ai eu la chance d'assister à une conférence dernièrement d'Emile Servan-Schreiber, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Super Collectif, qui parle de l'intelligence collective. Il a fait des travaux de recherche qui montrent que l'intelligence collective est systématiquement supérieure à la somme des intelligences des individus. Donc, ce qui veut dire que si on arrive à organiser et à faire émerger cette intelligence collective, on a des organisations éminemment plus efficaces. Donc, distribution de l'autorité, transparence, autonomie. Pour faire ça, aujourd'hui, il y a, on parle d'operating system, c'est-à-dire de règles de fonctionnement ou de gouvernance en français, voilà, de gouvernance au sein des entreprises qui peuvent être radicalement différentes. En particulier, c'est hérité de choses qui ont été inventées par le numérique. C'est pour ça que le numérique est à la base de ces disruptions. Ça s'appelle le Scrum en 1990 dans la Silicon Valley, qui a fait émerger tous les géants du numérique qu'on connaît aujourd'hui. Scrum, ça veut dire mêler en anglais, c'est-à-dire que les développeurs se mettent à travailler ensemble et itèrent avec les clients. En 2010, c'est le Lean Startup, c'est-à-dire faire ça avec les métiers du design et du marketing. Et aujourd'hui, ce que je dis et ce que je développerai dans mon prochain livre en janvier de l'année prochaine, c'est que les entreprises les plus efficaces, les entreprises de nouvelle génération, s'organisent de manière systémique, c'est-à-dire globale, autour de ces nouvelles gouvernances dont j'ai donné quelques caractéristiques. Alors, c'est un mot que j'ai retenu justement, mais on y reviendra tout à l'heure si vous voulez bien, Luc Breton. C'est le mot écosystème. Je l'avais retenu pour vous poser cette question parce que ça c'est très intéressant. Mais d'abord, on va passer la parole à Bernard Barbier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Luc sur ce thème? Détruire des emplois pour mieux reconstruire, finalement, c'est un petit peu ça le futur de nous. Et comment vous le voyez pour la formation professionnelle à défi métier? Alors, on fait le lien entre emploi et formation. Donc, alors effectivement, sur des éléments qui sont d'image, on est en partie d'accord. C'est l'analyse qui n'est pas tout à fait la même. Alors, sur quoi n'êtes-vous pas d'accord? Parce que c'est là où le débat est intéressant. Par exemple,
Dans l'attachement ou dans le désengagement, par exemple, des salariés au travail, il y a une responsabilité forte. Quand on parle d'entreprise, on oublie de dire que ce n'est pas l'entreprise, c'est l'équipe dirigeante ou le dirigeant d'entreprise. L'entreprise est une nominalisation comme ça qui est abusive à un moment donné, puisqu'en fonction du dirigeant, et je rejoins sur l'idée du management, en fonction du dirigeant, il va y avoir des choix différents. Et en fait, tout part de choix qui sont faits par cette équipe dirigeante. Quand on parle du travail, par exemple, Pierre-Yves Gomez a très bien montré l'invisibilité qui s'est construite du travail réel. C'est-à-dire qu'en fait, le désengagement des personnes vient que sur à peu près les 30 à 35 dernières années, la priorité a été donnée à la financiarisation des entreprises. Non pas le financement, la financiarisation. Ça veut dire que le développement d'un capital avec les résultats financiers qui sont donc demandés sur ce capital font que ce qui est vu dans une entreprise maintenant, c'est les résultats financiers et non plus le travail réel. Et donc, quelqu'un qui travaille comme nous ici veut que ce qu'il fait soit au centre des discussions, par exemple. Or, ce n'est pas au centre des discussions, c'est au centre des discussions, c'est le résultat financier, ce qui va ressortir de l'entreprise. Et les choix du management et des équipes dirigeantes est très souvent ancré là-dessus. Et plus vous avez une grosse entreprise, comme vous le citiez, plus vous avez des gens qui sont éloignés du métier. On a fait des études là-dessus, et on voit bien que déjà le chef a du mal à savoir réellement ce que font les personnes en dessous. Alors quand on monte en hiérarchie, n'en parlons pas, on ne sait même plus finalement quel est le vrai métier qui est pratiqué. Par contre, il y a des décisions qui sont prises là-dessus. Donc ça, c'est une vraie problématique que l'on a. La deuxième a été la perte de la relation au travail. Les 35 dernières années, ça a démarré dans les années 90, la volonté des entreprises était de dire il faut que le système extérieur nous fournisse des gens compétents. Donc la formation professionnelle s'est développée sur l'idée que le système de formation hors entreprise devait fournir des gens compétents. Alors, les travaux que je mène personnellement en recherche et que d'autres font sur le principe même de compétence arrivent à un problème clé, c'est que la compétence n'est pas possédée par les personnes. Ça veut dire que personne n'est compétent ou a des compétences. Elle peut agir collectivement dans l'entreprise, éventuellement avec compétence à un moment donné. Ça veut dire, dans les situations de travail, il faut bien comprendre que étymologiquement, compétence, c'est la même chose que compétitivité et que compétition. Ça veut dire qu'on réduit à ce moment-là la personne à une performance. Donc, et la difficulté, c'est qu'une personne, ce n'est pas une performance a priori. Et c'est ce qu'on a, bien entendu, c'est le décalage qu'il y a. Et donc, il y a une perte de cette relation au travail, puisque ce qui est important, c'est la performance, c'est le résultat financier. Et sur les 35 dernières années, la recherche que l'on a fait, et c'est là où j'ai une petite différence dans ce que j'ai vu du livre, c'est qu'on recherche des talents, c'est-à-dire de l'exception, de la personne qui sera immédiatement opérationnelle, qui sera donc a priori compétente, d'après ce qu'on voit. Or, la personne compétente, c'est celle qui vit exactement les mêmes situations de travail que pourquoi on la recrute. Donc, c'est quelqu'un qui est en emploi et qui est déjà exactement dans le métier ou dans l'emploi qu'il est en train, que l'on va recruter en quelque sorte. Ça veut dire qu'on exclut absolument tous ceux, et donc ceux qui sont les plus en difficulté, qui ne sont pas en emploi, qui sont demandeurs d'emploi, etc. Et donc, on a un système qui a accepté tout ça, et le numérique creuse ce système. Mais l'économie numérique et les entreprises numériques avec lesquelles nous travaillons c'est ce qu'on dit souvent, ont eu le problème de besoin de main-d'œuvre, ce que vivent la plupart des entreprises aujourd'hui. Eh bien, le besoin de main-d'œuvre des entreprises les rend intelligentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui, dans les années 90, ont demandé que les compétences soient faites à l'extérieur de l'entreprise, finalement se disent oui, mais je ne trouve plus personne. Oui, mais ça s'appelle le boomerang. C'est-à-dire c'est le retour de j'ai voulu que l'extérieur me fournisse des gens de compétences, ce qui est impossible puisque la compétence ne peut se développer qu'en situation de travail réelle de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle doit maintenant, l'entreprise, reprendre son rôle. C'est un rôle inclusif de formation des personnes, et donc d'ouverture, au lieu de recherche du talent exceptionnel, c'est de réouvrir à des jeunes, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont aussi... C'est-à-dire d'accepter qu'on ne soit pas le mouton à 5 pattes, hein, exactement, et surtout pas le clone. Et de le former. Et pas le clone. Et pas le clone. Le clone de ceux qui sont déjà dans l'entreprise ou qui dirigent l'entreprise, qui est souvent le cas. Je veux le même que moi. Alors que Emmanuel Marshall, dans un livre Encourage à l'élève, qui s'appelle L'embarras des recruteurs, a très bien montré l'effet de normalisation qu'il y a aujourd'hui, par exemple sur le fait de faire un CV, de se préparer à des entretiens d'embauche, c'est tous les mêmes pour tout dire avec les mêmes mots. C'est l'inverse de ce dont a besoin l'entreprise, et finalement on se rejoint sur le numérique, c'est-à-dire une singularité, une différence qui va nourrir l'entreprise de quelque chose justement qui n'est pas dans l'entreprise et qui va lui permettre d'exister. Et donc les entreprises du numérique ont dit moi j'arrive pas à trouver, donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre quelqu'un qui a du potentiel et je vais le former.
Et nous, on leur dit, bah, c'est normal. C'est normal que ça soit comme ça. Le système extérieur ne peut former que des gens qui ont un potentiel, des capacités, et mettre en compétence, c'est le boulot de l'entreprise. Bon, Ce qui est très bien fait dans le numérique. Ça, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de métiers où, alors on va parler des jeunes du coup, Oui. qui ne connaissent pas, évidemment, quand on est jeune, on ne peut pas tout savoir, Bah oui. et du coup, n'ont même plus envie d'y aller. Par exemple, l'industrie, Eh oui. pourtant, l'industrie, c'est très fort, par exemple, en Val d'Oise en particulier, Tout à fait. et dans l'Île-de-France. Mm. Et là, on voit que les jeunes ne pensent même plus à aller travailler dans l'industrie, alors que ça paye bien, bien mieux que dans les services. Donc, comment on fait? Est-ce que vous, avec des films métiers, vous pouvez agir sur ce thème en particulier, par exemple? Nous faisons, effectivement, je vais dire ça comme ça, les personnes ont été dégoûtées du travail et de la relation au travail et de rentrer dans des entreprises. Alors, volontairement, je généralise et c'est une caricature pour faire passer le message, mais n'empêche qu'ils ont été dégoûtés. Alors, ce qu'on fait avec les entreprises aujourd'hui, c'est simplement dire, reprenez votre responsabilité de former et d'inclure, donc de créer une autre relation avec des jeunes et de leur dire on vous prend comme vous êtes. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a décrié, parce qu'on a pris l'exemple de l'industrie, on a décrié depuis 30 ans l'industrie et c'est pour ça que les jeunes ne veulent pas y aller, c'est ça? Non, l'entreprise industrielle, industrielle ou d'autres d'ailleurs, c'est pareil chez les autres, ont tellement voulu à un moment donné rechercher des gens opérationnels immédiatement, ce qui n'est pas possible quand vous êtes jeune. Même en contrat d'apprentissage aujourd'hui, quand la personne recrute, c'est quasiment un recrutement normal et je veux qu'il soit opérationnel, alors qu'il est en apprentissage, en contrat d'apprentissage, c'est une aberration. Donc à un moment donné, il y a de se dire, quand on est dans une entreprise, c'est je vais prendre quelqu'un qui n'est pas opérationnel, c'est pas grave, mais c'est mon boulot de le former. C'était ça avant. Et ça, on l'a perdu. Et ça, on l'a complètement perdu, cet état d'esprit. Vous avez bien vu, il y a eu d'ailleurs sur une radio un PDG célèbre qui a dit... en question d'une journaliste qui a vanté pendant 20 minutes l'apprentissage et on lui dit et vous, est-ce que votre fils avait l'apprentissage? Non, heureusement mon fils était brillant, il n'avait pas eu besoin. D'accord? Vous détruisez par ce type de remarque exactement ce qui est la base même du boulot de l'entreprise, c'est-à-dire de réinclure et de former. Donc ce qu'on fait avec des industries, très concrètement, et il y en a une qui nous a dit très récemment, je fais ça depuis un an, et ben ça y est, elle me dit, j'ai 200 emplois, j'arrive pas à trouver des gens. Je recherche quelqu'un d'opérationnel. Maintenant, je prends pareil, 40 jeunes, je vais en garder peut-être que 20, mais maintenant, je mets un système en place pour les former. Mais c'est normal. Et elle trouve des gens qui vont avoir des différences, qui vont apporter une ouverture à l'entreprise. Donc, il faut qu'elles-mêmes se disent que je vais réouvrir. D'accord ? On a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui sont dans des recrutements. Et donc, le premier sujet de l'emploi, c'est pas la formation des personnes. Aujourd'hui, avec les plans 500 000, le plan 1 million qu'il y a eu, on a des gens super bien formés, d'accord? Au chômage, mais formés, mais au chômage. La problématique aujourd'hui des entreprises, ce qu'a fait le numérique d'ailleurs, ce sont les pratiques de recrutement à faire évoluer. Il faut réouvrir. Il y en a qui font encore avec des tests genre DV16 de l'époque pour recruter des personnes. C'est une aberration. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réouvrir et prendre ce qui est possible. Alors, Luc Breton, finalement, vous vous rejoignez malgré tout, puisque vous, à un moment donné, dans votre livre, vous parlez d'écosystème. Est-ce que c'est pas ça la solution? Oui, enfin, je n'ai pas bien compris sur quoi on n'était pas d'accord finalement, mais je suis Sur les pour talents. avoir aligné sur tout ça, sachant que les entreprises aujourd'hui sont à la chasse des talents, puisqu'il en manque, elles en manquent, et ces talents... D'ailleurs, on voit bien que le mot talent est complètement galvaudé. On l'utilise partout et pour tout, le mot talent maintenant. Ils vont être l'objet d'une lutte farouche contre les différents acteurs économiques et non économiques. La singularité de ces talents, elle est clairement liée à la personnalité de chacun et non pas à une fiche de poste. Moi, je pense que la notion même de fiche de poste est totalement obsolète. On va assister, je pense, de plus en plus à des rencontres entre des personnalités et des entreprises qui ont une mission, une raison d'être. Et si cette rencontre entre l'aspiration personnelle des gens à se développer par le travail, parce qu'aujourd'hui, entre le travail et la vie perso, il n'y a plus de frontières claires, en tout cas ceux qui y arrivent, je suis intéressé de les rencontrer également, parce que c'est quand même de plus en plus compliqué. L'interpénétration de ces deux mondes est totale, il y a une osmose absolue, et donc c'est important, quand vous passez l'essentiel de votre temps à travailler, d'être en harmonie avec la mission, la raison d'être de l'entreprise. Et donc je pense que ça va être de plus en plus une rencontre entre une personnalité qui a développé des talents, qui vont en développer d'autres par la suite,
et une entreprise et des personnalités. Et donc dans ce cadre-là, les entreprises de nouvelle génération vont chercher, en tout cas c'est ce que j'observe par toutes les interviews que je réalise partout dans le monde actuellement, un découplage entre les fiches de poste et les personnes pour aller plus vers une notion de rôle. Une entreprise va avoir besoin de rôles, ces rôles vont évoluer très rapidement, c'est le principe d'entreprise adaptative, et des talents vont venir exercer ces rôles, et ceci va évoluer en temps réel de manière quasi biologique. J'ai une étude sous les yeux qui montre que on a demandé aux exécutifs dans le monde du business et de la technologie s'ils pensaient que la force au travail allait changer de rôle dans les années qui viennent. Quasiment la moitié d'entre eux disent que 60% de leur force au travail va changer de rôle dû à l'impact technologique dans les 3 ans qui viennent. C'est un choc considérable. Et donc je pense que les organisations de nouvelle génération, en s'organisant avec des organisations plus plates, par cercle, avec des rôles qui vont venir trouver les aspirations de ces talents, vont pouvoir vraiment fonctionner de manière beaucoup plus optimale qu'aujourd'hui. Je pense effectivement, comme monsieur, que la formation va se faire avant tout dans les entreprises, dans les organisations, au fil de l'eau, va être beaucoup plus perlée, je dirais, quasiment tous les jours finalement, dans des situations de travail collaboratives. Je crois beaucoup aussi à la généralisation du principe d'entreprise étendue, c'est-à-dire que les salariés qui constituent le nucléus de l'entreprise vont représenter une partie des forces vives de l'entreprise, mais une grande partie également va être à l'extérieur de l'entreprise, je veux dire par là non salariés, mais plutôt par des prestations de services et des sollicitations à la demande. Donc vous voyez une augmentation du statut d'indépendant ou de freelance, c'est ça? Non seulement je l'intuite, mais c'est démontré par 100% des études sur tous les continents. C'est un phénomène extrêmement... Oui, on dit 25% pour les États-Unis et 10% pour la France. On a tendance à croire que c'est subi en France, mais c'est recherché par beaucoup de gens, parmi d'ailleurs les profils les plus recherchés. Ils souhaitent faire finalement ce qu'ils ont envie de faire, choisir leur mission. Évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde, ce que je dis là, mais beaucoup choisissent ce statut aussi, et ça n'est pas subi pour tous. Mais de toute façon, on voit aussi une mondialisation du travail, c'est-à-dire que maintenant, il y a des entreprises qui n'hésitent pas à embaucher un travailleur russe, je ne sais pas, de différentes nationalités, pour arriver à trouver et à faire fonctionner Quand je parlais de leurs innovations. De start-up et de gouvernance agile, ce sont des méthodes qui sont devenues un espéranto mondial, c'est-à-dire que tout le monde travaille selon ces principes-là, qui arrivent finalement en école, en business school ou à l'école, tardivement, je dirais. C'est un peu comme la loi qui suit la jurisprudence du terrain. Ça finit par arriver dans les écoles. Alors justement, Bernard Barbier, on fait comment pour la formation professionnelle? Voilà. Justement, c'est très complémentaire avec ce qui vient d'être dit. C'est le point de désaccord avec les talents, c'est capter les talents. Nous, on est plus sur des profils que des talents, c'est le terme, effectivement, mais comme vous l'avez noté. Alors justement, plus au fil de l'eau, ce qui est demandé de plus en plus, c'est l'auto-formation. Un tutoriel en situation, capable de montrer et d'apprendre quelque chose. Plus ce sera en situation, sur l'instant, en situation et dans l'entreprise, plus il faudra avant avoir des formations qui préparent, qui développent les aptitudes humaines de base, avec des formations générales, pour donner la capacité à s'adapter ensuite dans les situations de travail. Et c'est souvent ça qui manque, c'est que le développement de la formation professionnelle a été un développement d'hyper-spécialisation pour la professionnalisation et l'insertion professionnelle immédiate, ce qui fait qu'on forme un geste métier immédiat, sauf qu'un an après, ce geste métier a tellement évolué que la personne n'a plus les outils pour s'adapter à ce qui va être en train d'évoluer. Donc on doit former à l'extérieur plutôt le développement d'aptitudes humaines de base. Il y en a 3 grandes, l'adaptabilité, parce que notre cerveau et notre système est déjà fait pour s'adapter. Donc on doit développer cette capacité d'adaptabilité sur la conscience de ce qui existe, donc pouvoir faire des diagnostics par exemple, et surtout la coopération. Je rappellerai que l'Homo sapiens est un être de coopération qui est fait pour être en collectif. C'est pour ça qu'on réapprend l'idée du collectif, mais c'est dans le système même de l'humain que... Dans l'ADN de l'humain, il y a aussi 2 caractéristiques, c'est la curiosité et l'envie d'apprendre, qui n'est pas du tout corrélée à l'âge, ni à aucun autre critère. C'est 100% des humains sont curieux, ont envie d'apprendre. Donc ça, c'est très
Je dirais, enfin, moi, je trouve ça très favorable à tout ce qu'on est en train d'expliquer sur le futur du travail. Merci beaucoup à tous les deux pour ce passionnant débat. Vous reviendrez pour en débattre parce qu'on n'a pas terminé bien sûr sur le sujet. En tout cas, je vous invite à acheter ce livre, #le futur du travail, parce que également la conclusion de la philosophe est très intéressante.